Alors, on est la cinquième Mishnah du troisième Pérec, Mishnah Pérec Gimel. Suite, Siur Yisaref. Vea Ochlo Patour. Siour, c'est quoi Siour? Siour, ça évoque chez vous le terme Séor. Séor, c'est le levain. Siour, c'est la pâte qui n'a pas fermenté tout ce qu'elle est censée lever. Donc, elle a commencé à fermenter, mais pas en totalité. Pour autant, l'issaref, il faut la brûler, cette pâte, donc cette catégorie de pâte, elle doit être brûlée avant Pessah. Gaochlo est celui qui la consommerait, cette pâte qui a pas complètement fermenté, donc elle n'est pas devenue totalement chametz, tout ce qu'elle, le degré qu'elle aurait pu atteindre de trimouts, elle doit être brûlée. Pour autant, Veaochlo, celui qui la consomme, patour, il est patour de karet, celui qui la consomme, qui la mange pendant Pessah, évidemment. Il est patour de karet et même de malkout, parce que ça a un statut de chametz noukché. Souvenez-vous, chametz noukché, on en avait parlé, je ne sais plus quand. Chametz noukché, c'est, oui, on en avait parlé dans la première Mishnah la première Mishnah du Pérec. Le chametz noukché, c'est une déclinaison, entre guillemets, du chametz. C'est-à-dire, ça se distingue, c'est du hametz, ça provient d'une des cinq céréales qui donc à terme peut devenir hametz. C'est ce qui s'est passé, ça a fermenté. Seulement, c'est pas comestible. Ok? N'étant pas comestible ou comestible de façon très extrême, ça bascule dans le hametz noukché. C'est pas de ce hametz dont parle la Torah. Donc celui dit Tanakama, dit donc je dis la Mishnah, la pâte qui serait dans cette situation-là, de ne pas avoir totalement fermenté, elle doit être brûlée. Celui qui la consomme il est pas tour de karet et de malkout, parce que c'est un chametz noukché, qui n'est pas apte à la consommation, comme on avait donc rappelé dans la première Mishnah du troisième pérec, ce pérec-là. Sidouk. Sidouk, c'est une pâte dans laquelle des micro-fêlures commencent à apparaître, et ce sont des signes révélateurs du processus de chimoutz, de fermentation. Yisaref, donc une telle pâte doit être brûlée, elle aussi. Veaochlo est celui qui consomme cette pâte-là. Chayav karet, là, il est chayav karet parce que ces espèces euh, de micro-filures comme ça, fêlures, d'accord, ces espèces de traits qui apparaissent, ils sont révélateurs de ce process de chametz, de chimous, et donc ça a un statut de chametz. Et Zéou Siour, dit la Mishnah, quel est le Siour? On revient à ce qu'on a dit au tout début. C'est quoi le Siour? La pâte dont on a parlé, qui a fermenté, mais pas en totalité. C'est quoi qui permet d'identifier comme étant, à ce statut-là, qui l'a défini comme étant donc Siour? Et Zéou Siour, quel est le Siour? Kekarne Chagavim, comme les cornes, les antennes de sauterelles. Donc vous voyez qu'il s'agit vraiment de traits, ça se vendit très très fin. Euh, Sidouk, donc ça c'est voilà ce qui définit le siour. Dès qu'apparaissent ces carnets chagavim, ces espèces de filaments, enfin de filaments d'ouverture dans la pâte qui sont extrêmement fins, c'est déjà suffisant pour être considéré comme révélateur du process de primutz, de fermentation. Sidouk, c'est quoi le sidouk? Shenitarvus dakav zebazé. C'est lorsque ces filaments-là, donc ces espèces d'ouvertures, là, de fêlures, entre guillemets, dans la pâte, commencent à s'entrecroiser les uns les autres. Ils sont suffisamment nombreux pour déjà se croiser les uns les autres. Donc il y en a plus. On est dans un état de chimous, de fermentation avancée. D'ivré Rabbi Yehuda, ça c'est ce que pense Rabbi Yehuda, qui pense que les ces carnets chagavim, ces espèces d'antennes de gazelle, là, ces traits, s'ils ne sont que en phase d'apparition, mais un ici et un là, comme dit Rashi, sans qu'ils ne s'entrecroisent, on n'est pas encore à un niveau de chimoutz qui rend chayav karet, ou même malkout. Vachachamim eux disent, zévazé, à partir du moment où les traits apparaissent, qu'ils s'entrecroisent ou pas, à ochlo chayav karet. Celui qui le mange
qui mange cette pâte en cet état-là, il est déjà chayav karet parce que cette pâte, elle a un statut de chametz gamour, parce que, disent les chamim, ce que la Gemara explique, que lorsque ça apparaît sur la surface de la pâte, ces espèces de filaments, là, de traits, de fêlures, ça signifie qu'en réalité, à l'intérieur de la pâte, ces ouvertures, ce processus de Hametz, il est déjà plus entamé qu'il ne laisse paraître à l'extérieur simplement de la pâte. Donc d'après les Chachamim, le siour dont on parle, c'est pas avec un trait ici et là qui ne s'entrecroisent pas, comme le pense Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, c'est pas encore vraiment du Hametz Gamour. Pour les Chachamim, c'est déjà du Hametz Gamour quand il y a cette situation-là. Donc pour les Chachamim, Ve'ezeu Siour, quel est le Siour dont parle la Mishnah au tout début d'après les Chachamim, sur lequel on est patour de Karet et de Malkout? Kol Shir Sifu Panav, c'est lorsque la surface de la pâte a commencé à blanchir. Dans le process de fermentation, la pâte, elle change un peu de couleur et au fur et à mesure, elle va commencer un peu à blanchir. Donc c'est déjà une étape supplémentaire, mais on n'est pas encore à l'étape de Hametz. Ke'adam chez Amdou Saharotav, comme un homme dont les cheveux se dressent sur la tête à cause d'une grande peur, donc il devient un peu livide, un peu pâle. Voilà quel est le siour d'après les Chachamim. Lorsque la pâte elle commence à blanchir, donc, elle a évolué, elle a déjà commencé un peu ce process, mais on est encore trop au départ pour pouvoir parler de véritable chimoutz, et par conséquent, on n'est pas tour si on le consomme à Pessah, et de Karet, et même de Malkout. Mishnah Vav. Alors, cette Mishnah, elle est intéressante, elle nous intéresse d'autant plus que c'est le cas de figure de cette année-là, de ce Pessah-là, à savoir Arba Asar Shechaliot Bashabbat, lorsque le 14 tombe Shabbat. Donc le 14, comme on avait dit au tout début de la Masechet, Or les Arba Asar, la nuit du 14, c'est-à-dire d'après chez nous, d'après les Chachamim, le jour commence la nuit. Donc le 14 au soir, dès qu'on est dans le 14, on fait l'abdikat Rametz d'habitude. Ok. Et le soir, donc le lendemain soir, c'est le soir du Seder, on rentre dans la journée du 15, et donc le Seder, etc. Donc le 14 au soir, on fait l'abdika. Qu'en est-il lorsque le 14 tombe Shabbat? Si le 14, ça tombe Shabbat, c'est un peu embêtant de se promener le vendredi soir avec sa bougie pour faire l'abdika Trametz. Donc, dit la Mishnah, Mevaharim et Akol milifne à Shabbat. On fait le biour, on détruit le chametz avant Shabbat, on détruit tout le chametz qui ne sera pas consommé euh, le vendredi, ça veut dire, avant Shabbat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on fait le biour avant. Donc on fera le biour le jeudi soir, l'abdika, plutôt l'abdika on la fera le jeudi soir, et on détruira tout ce qui n'est pas appelé à être consommé le lendemain matin, le vendredi, et la matinée, enfin une partie de la matinée du samedi. Divrei Rabbi Meir, ça c'est ce que dit Rabbi Meir. Euh, on va voir dans la suite de la Mishnah, donc j'introduis dès à présent, que le biour et mevaharim et akol, on fait le biour de tout. C'est quoi de tout? C'est quoi tout? Tout, c'est aussi bien choulin que trouma. Choulin, donc ce qui est du domaine du profane, que tout le monde consomme dans n'importe quelle situation. Et trouma, c'est ce qui est affecté au Kohanim. Donc, d'après Rabbi Meir, on détruit avant Shabbat, on détruit avant Shabbat, c'est-à-dire on va pas attendre, en fait, je vous ai parlé de jeudi soir, vendredi truc, en fait, on va pas attendre le moment de l'interdit de consommation du Hametz qui commence Shabbat matin, puisqu'on a dit que le 14, ça tombe Shabbat, donc c'est le Shabbat matin après la quatrième heure. On va pas attendre ce moment-là pour détruire le Hametz. Bon, de toute façon, même si on le détruit, on peut pas le détruire avec le feu, parce que c'est Shabbat. Donc on va pas attendre ce moment-là, on va le détruire avant Shabbat, qu'il s'agisse de Trouma, de Choulin ou de Trouma, à l'exception de ce qu'on a besoin de consommer évidemment pour Shabbat. Divrei Rabbi Meir, ça c'est ce que dit Rabbi Meir. Vachamim omrim, Vachamim me disent bismanan. Non, on détruit ça au moment en leur temps, en son temps, c'est-à-dire Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Comment tu détruis Shabbat? Tu donnes à consommer le Hametz à d'autres ou aux animaux.
Voilà la façon de le détruire. Rabbi Lazar Bar Tzadok Omer, Rabbi Lazar Bar Tzadok dit, Teruma milifnei Shabbat, la trouma, puisque peu nombreux sont les personnes qui consomment la trouma, ce ne sont que les Kohanim. Et on ne peut même pas la donner à manger à ces animaux. Par conséquent, il faudra la détruire avant Shabbat pour ne pas se retrouver avec de la trouma sur les bras. Vechoulin, mais par contre, choulin, ce qui est consommé par tout le monde, le chametz qui est consommé par tout le monde, il n'y a pas besoin de le détruire avant Shabbat parce que si on ne veut pas le consommer, eh bien, il sera donné à ces animaux, il sera consommé par ces animaux. Alors, au niveau de la halakha, c'est intéressant parce que, comme vous allez voir qu'il y a, il y a, le Rif tranche comme Rabbi Elazar Bar Tzadok. C'est la troisième opinion, que Trouma doit être détruite avant Shabbat, mais le Choulin, c'est détruit pendant Shabbat. Bon, nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, ce n'est que les Choulin. On n'est pas concerné plus confronté à la Trouma. Le Rambam, dans son Pirouche sur la Mishnah, il écrit la même chose, mais dans le Mishneh Torah, je vous lis le Lachon du Rambam. Je vous lis ce qu'est le Rambam. Donc le Rambam, il tranche la halakha comme cette Mishnah, et il dit la chose suivante. Il dit, Chalar ba'asar liot beshabbat, lorsque le 14 tombe Shabbat, Botkin eter, il rajoute ce que je vous ai dit ça sur le compte de la Mishnah tout à l'heure quand j'ai parlé oralement, mais en fait, c'est le Rambam qui le dit précisément, ce truc-là. Dit le Rambam, Bodkim et Chametz beleile erev Shabbat, on va faire la bdikat Chametz, donc la nuit, la veille de Shabbat, qui précède la nuit de Shabbat, c'est-à-dire jeudi soir, chez Oulel Shloshaez Asar, qui est donc la nuit du 13, donc jeudi soir, on va pas faire vendredi soir, ou Maniach min Chametz kedei lechol mimenu adarba shaot beyom Shabbat, et on va laisser du Chametz pour qu'il puisse être consommé jusqu'à durant les 4 premières heures le jour de Shabbat, la matinée du samedi, ou manicho bimkom mutzna, on le laisse dans un endroit caché, surveillé, il ne s'agit pas que ce Hametz se perde ensuite et que à Pessah, mince, où j'ai mis le Hametz, etc. Ve'achar meva'aro milifnei Shabbat. Et le reste, qui n'est pas appelé à être consommé durant Shabbat, eh bien, il le détruit avant Shabbat. Donc le Rambam dans le Mishneh Torah, il dit pas tout à fait comme Rabbi Lazar Bar Tzadok. Rabbi Lazar Bar Tzadok, il a dit que concernant le Choulin, Bismanan, on détruit le Hametz en son temps, le Shabbat matin. Mais le Rambam, dans le Mishneh Torah, il a dit on va mettre de côté le Hametz qu'on consommera Shabbat matin. Mais le reste, celui qu'on ne va pas consommer, alors, Meva'aro milifne à Shabbat. On le détruit avant Shabbat. On le détruit avant Shabbat. Donc on le détruit vendredi matin. Vendredi, enfin il ne dit pas vendredi matin, mais l'usage qui s'est installé, c'est de maintenir le bi'ur chametz, la destruction du chametz, comme les années habituelles, c'est-à-dire on aura fait l'abdika jeudi soir, le lendemain matin, à l'heure qui correspond, on va faire le bi'ur chametz, d'accord, sans prononcer le bitoul, parce que ça n'a pas de sens à ce moment-là. Mais on va maintenir l'espèce de, voilà, la hada, on va brûler le chametz vendredi matin, bien que on en garde pour le vendredi soir et le Shabbat matin éventuellement. Poursuit le Rambam. Veim nishar min hametz beyom ha-Shabbat achar arba shaot. Et s'il reste du hametz après la 4e heure, on ne peut plus le consommer. Alors là, on ne peut pas le détruire par le feu, puisque c'est Shabbat. Ok. Et chez le Rambam, il n'y a pas les toilettes dont nous disposons qui permettent d'écouler, de se débarrasser du hametz. Donc on fait quoi de ce hametz pendant Shabbat s'il en resterait? On n'a pas arrivé à le finir. Mevatlo, on fait le bitoul, c'est ce que dit le Rambam. Vekofe alaf keli, et on va mettre dessus un keli, donc pour vraiment déjà le séparer, le cacher, éviter qu'il y ait le moindre accès, et montrer qu'il est appelé à être détruit. Ad motzei yom tov arishon mevaro, jusqu'à la sortie du premier yom tov, ou mevaro, et on le détruira à ce moment-là par le feu, comme c'est l'habitude de faire. Ok, juste c'était une petite précision. Il y a le Ravad qui est écrit là-dessus aussi, mais on va avancer. Mishnah d'après, Mishnah Zain. Voilà, là il va être question du bitou. Haoler lishrot et pisro. Celui qui s'apprête, lishrot et pisro, donc accomplir la mitzvah du Korban Pessah. Donc on est le 14 Nissan, et c'est le 14 Nissan où le Korban Pessah il doit être fait. La Gemara, elle raconte, hein, la Mishnah raconte de façon
voilà, la façon dont ça se passait, les tonnes de korbanot Pessar qui venaient dans le Beth Amikdash. C'était une situation très particulière en termes de... euh, voilà, c'est-à-dire que les Kohanim qui avaient le sang jusqu'aux genoux, etc., ce qui donne très envie de reconstruire le Beth Amikdash pour... celui qui va donc pour l'Ishrot et Pisro, le 14, Velamoulet Beno, et celui qui est en chemin le 14 pour faire la Brit Mila de son fils. Donc, on est en dynamique de mitzvah, où il y a un impératif de temps. Vele Chol Seuda Terusin Bevet Ramiv, ou celui qui va, qui va pour aller pour consommer pour la Seuda de fiançailles chez son futur beau-père. Vous vous rappelez qu'à l'époque, les fiançailles et le mariage, il y avait un an d'écart. À l'époque de la Gemara, à l'époque de la Mishnah, ils se fiançaient, donc il y avait les kiddushin, d'accord. Il y avait un lien marital, hein, c'est les kiddushin dont on parle dans la Gemara, c'est pas ce qu'on appelle fiançailles, nous, aujourd'hui, présentation, etc. Donc, le minag était que au moment où le khatan venait faire les kiddushin de la femme, on faisait une grande séouda dans la maison du futur beau-père, et c'est une séoudat mitzvah, puisqu'il y a les kiddushin qui étaient les fiançailles qui étaient réalisées à ce moment-là. Veniskar sheyesh lo chametz betor beto, et il se souvient qu'il a du chametz chez lui, qu'il n'a pas détruit, c'est embêtant parce qu'on est le 14, il y a le Zman, le moment de l'interdiction d'en posséder qui va arriver, et il est en chemin, et il a un impératif. Alors, comment agit-on dans ce cas de figure? Im yachol achzor ulver velachazor le mitzvato, im yachol achazor ou les vaer. S'il peut faire chemin arrière, ou les vaer, et détruire ce Hametz qu'il a laissé, qu'il a oublié, Velachzor les mitzvato, et retourner pour la mitzvah sur laquelle il était engagé, c'est-à-dire qu'il a encore le temps dans la journée de faire cette mitzvah, de faire son korban Pessah, ou de faire la brit mila de son fils, ou de faire la seudat mitzvah. Brit mila, on dit on comprend, korban Pessah, on comprend. La seuda, ça va, c'est bon, on décale d'un jour. Non, non, ça a été fixé, seuda. Yachazor vivaer, il retournera donc chez lui pour faire le biou Hametz, pour détruire ce Hametz qu'il aurait gardé, qu'il a oublié de détruire, parce qu'il a le temps de retourner ensuite sur son chemin et faire la mitzvah dans laquelle il était engagé. Veimlav, mais s'il n'a pas le temps, sinon, il n'aura pas le temps de retourner ensuite de refaire, revenir pour, ce qu'il est, pour la mitzvah qu'il s'apprêtait à faire. Et bien dans un tel cas, hein, Mevatlo Belibo, il fera le bitoul du Hametz dans son cœur, c'est-à-dire considérer, comme on a eu l'occasion d'en parler, le Hametz qu'il possède. Vous vous rappelez le bitoul, l'annulation du Hametz. Il y a deux lectures dans les Rishonim. Soit cette possibilité-là, comme on le dit explicitement, qui est Afra de Hara, Vili Hashiv, qui est Afra de Hara, on le considère comme étant la poussière de la terre. Soit c'est Midin Hefker, on casse sa propriété dessus. J'avais déjà expliqué hein, au sujet de le considérer comme la poussière de la terre, d'accord, par rapport à l'expression de la Torah explique Loran, de destruction qui est inhabituelle par rapport au terme de destruction employé en général, puisque tashbitu, vous le détruirez, c'est pas le terme de destruction classique, c'est pas tarsu, tisrofun, tisrefu, etc. Donc c'est une destruction justement qui elle aussi est virtuelle. Je considère ce Hametz comme étant poussière de la terre, ou bien d'après d'autres Rishonim, je me dépossède de ce Hametz, midin efker. Donc il fera le bitoul, et puisqu'il a fait le bitoul, il ne, il ne, il ne possède plus de Hametz et donc il ne transgresse pas, par conséquent, l'interdiction de Balierae ou Balimatsé dont on a parlé aussi. Si par contre il était en chemin, les Hatsil Minagaïs, pour aller prêter main forte, les Hatsil sauver, Minagaïs d'une armée, c'est-à-dire il allait sauver ses frères juifs qui étaient persécutés, qui étaient menacés par une armée, ou Minanahar, ou bien il allait sauver des personnes qui étaient menacées par un fleuve, une inondation, une crue d'un fleuve, ou Minalistim, ou de bandits, de brigands, ou Minadleka, ou bien d'un incendie, ou Minamapolet, un éboulement. Dans tous ces cas-là, ce sont des cas où il y a la vie risque d'être menacée, la vie est mise en danger, etc. Donc même dans un tel cas, Yevatel Belibo, il fera le bitoul dans son cœur, c'est-à-dire, c'est pas même dans un tel cas, dans des cas tels que ceci,
On ne se pose même pas la question, ah, s'il a tenté la marche arrière, etc. Là, il ne fait pas marche arrière. Là, c'est la vie qui est menacée. Donc là, on ne va pas faire de calcul. Il fait marche arrière et ensuite, il fait bitoul, lechatrila. Il annule le chametz qu'il a chez lui. Et il n'a pas besoin de faire marche arrière parce que là, il y a la vie qui est en danger. Ça fait que nefashot. Et donc, dans un tel cas, lechatrila, a priori, il faut faire le bitoul, puisque Minatora, hein, le bitoul est suffisant en soi. Ok, la bdikat hametz que nous faisons pour détruire le hametz, d'ailleurs la bracha elle est al biur hametz, en plus du bitoul que l'on fait, c'est une institution des chachamim que de devoir faire les deux. Mais Minatora, be bitoul be'alma sagé, le bitoul à lui seul il est suffisant. Euh, Velishbot shvita tareshut. Mais si il va pour faire un hirouv, vous savez que on parle du Hirouv pour pouvoir excéder les 2000 amot périphériques à la ville dans laquelle il se trouve, puisque Shabbat, on ne peut pas excéder à l'extérieur de la ville, s'il n'y a pas d'habitation, 2000 amot, un périmètre de 2000 amot. Donc le type, il veut aller mettre un Hirouv, donc c'est un repas, pour éloigner, pour reculer cette distance qui lui est imposée. Et c'est pas pour une mitzvah. Et quand il faisait ça, il se rappelle qu'il a du Hametz chez lui. Eh bien, dans un tel cas, si c'était ça, s'il était en chemin pour ce hirouf qu'il allait placer pour allonger son champ d'action là, Yachazor Miyad, dans un tel cas, Yachazor Miyad, il fera demi-tour immédiatement pour annuler son Hametz. Si par contre, cette disposition-là de mettre un hirouf, d'aller pouvoir aller plus loin pendant Shabbat, c'était pour une mitzvah, par exemple pour aller voir un endeuillé ou voir un marié ou au Beth Midrash ou recevoir son maître, etc. Dans un tel cas, on rebascule dans ce que disait la Mishnah au tout début, qu'on est dans une dynamique de mitzvah, ok, comme celui qui allait pour faire son Korban Pessah. Et donc là, ça dépendra également s'il a le temps de faire, de retourner, oui ou non, il agira de la même façon. Dernière Mishnah donc du troisième Pérec, Mishnah Chet. Alors sachez que cette Mishnah dans la Gemara, c'est la même Mishnah que la précédente, hein. Elles sont pas découpées. Et à l'inverse, hein, à l'inverse, il y a parfois dans la Gemara des découpages qui figurent pas dans le chasse Mishnah. Bon, je vous dis ça parce que la Mishnah Chet, elle commence Vechene ainsi, par rapport à ce qu'on a dit avant. Donc vous avez dans le même ordre d'idées. Donc dit la Mishnah. Ren Mishiatsa Mirushalayim. Et ainsi en est-il de celui qui est sorti de Yerushalayim, de Jérusalem, Venizkar sheyesh biyado bsar kodesh. Et il se souvient qu'il a dans sa main, en sa possession, bsar kodesh, du bassar, de la viande, kodesh d'un korban des kadashim kalim, la catégorie des kadashim kalim, par exemple shlamim, et un bassar kodesh, taïch, lorsqu'il est Ah, pardon, sorti pardon, je me à remets. l'extérieur, t'excuses pas, t'as le droit d'éternuer, et le Bassar Kodesh, lorsqu'il est sorti à l'extérieur de Jérusalem, il vient pas saoul, ok? Et ça, vous le connaissez par cœur, vous connaissez la référence même dans la Torah, l'interdiction de consommer de consommer à l'extérieur, de sortir à l'extérieur de la muraille de Jérusalem les kochim, même les kadashim kalim. Euh, Lo tucha lichol bisharecha, masar degancha, tiroshra, vitzarecha, etc. Ok, vous vous rappelez. Euh, et donc, il est sorti du Yerushalayim et il s'aperçoit qu'il avait en réalité en sa possession du Bassar Kodesh, qui a donc été nifsal, qui a donc été invalidé. Et un Bassar de Kodesh qui a été invalidé doit être brûlé. Alors, comment procède-t-il? Im avar tsofim. Si il a dépassé tsofim. Tsofim, c'est le nom d'un endroit. Rachid dit un endroit duquel on voit le Beth Amikdash. Tsofim, c'est ceux qui voient. D'accord? L'itspot, c'est voir. Anit tsofé bat télévisia. Je vois la télé. Les tsofim, ce sont les scouts en Israël aussi. Ok, donc d'après Rachid, Tsofim, c'est un endroit duquel on voyait le Beth Amikdash. S'il a dépassé cet endroit-là, alors, d'après d'autres Mefarshim, Tsofim, ce sont les montagnes qu'il y a autour de Jérusalem et desquelles on peut voir la ville de Jérusalem. S'il a dépassé cet endroit,
Sorfo bimkomo, il le brûle à son endroit, là où il se trouve. On ne va pas lui demander de retourner jusqu'à Jérusalem pour brûler ce Bassar Kodesh qui a été invalidé. Il est déjà suffisamment éloigné, il le brûle là où il est. Ve'imlav, mais sinon, s'il n'a pas dépassé cet endroit-là, Choser Vesorfo Lifne Abira, il va, donc il fait marche arrière, il revient, et il brûle ce Bassar Kodesh qui a donc été, qui est devenu Passoul, qui a été invalidé. L'ifne abira, c'est quoi l'ifne abira? Alors abira, le terme bira, il est un peu équivoque, enfin il est équivoque, il n'est pas clair. D'après certains, c'est une marque locale d'ailleurs dans l'Agma, ça désigne la Hazara. La Hazara, donc c'est la cour du Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash. D'après d'autres, c'est le Harabait, c'est la montagne où se trouve le Beth Amikdash, tout le Harabait. Euh, donc, s'il n'a pas dépassé l'endroit de Hatzofim, il doit retourner jusqu'à là-bas. Mais Atse Hamaracha, il va le brûler donc, il va brûler cette viande-là, il fait un bira, mais Atse Hamaracha, des bois de la maracha. La maracha, c'est l'ensemble de bois qui sert à alimenter le misbéach, l'autel, sur lequel Eshtamit Tukadbo, il y a un feu constant qui est là-bas, etc. Alors, je vous dis ce que les Mefarshim expliquent à ce niveau-là. Les Mefarshim expliquent euh, qu'il le brûle donc l'Ifne Abira dans cet endroit-là, soit dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, soit sur le Harabaït. Pourquoi? Parce qu'on apprend du Khatat, le Korban Khatat, la catégorie Khatat, sert de référence concernant les Kochim qui auraient été donc invalidés parce qu'ils auraient voilà, contracté un psoul, donc une invalidité. La mitzvah est de les brûler à l'endroit de leur consommation. Ils doivent être brûlés là où en principe ils sont consommés. Donc, c'est comme le Bassar Kodesh, les Kadashim Kalim, la catégorie de Kochim, mais Kalim, pas les Koché Kodashim, pas l'intensité la plus importante. Les Kadashim Kalim doivent être consommés à Jérusalem. Par conséquent, idéalement, ils sont brûlés à l'intérieur de Jérusalem. Maintenant, si le type s'est trop éloigné, on va pas lui demander de faire marche arrière. Maintenant, euh, bien qu'il soit permis de les brûler à Jérusalem même, puisque la possibilité de consommer les Kadashim Kalim, c'est tout Jérusalem. C'est pas uniquement la Hazara et pas uniquement le Harabaït. Ici, pourquoi est-ce qu'on te parle de Hatziama, Racha, Elifne Abira, etc. Parce que il s'agit d'un cas où c'est un non-jérusalemite qui est concerné, un type qui n'habite pas à Jérusalem, et il n'a pas de bois avec lui. Par conséquent, il va le brûler dans la Zara avec les bois de la Maharacha. Ve'at kama en chosrin, et précise la Mishnah, Ve'at kama en chosrin. Et jusqu'à combien, alors littéralement, jusqu'à combien ils doivent faire marche arrière, ils retournent. C'est-à-dire, à partir de quelle quantité, on ne parle plus en distance là, à partir de quelle quantité le besoin de faire marche arrière euh, se pose-t-il, dans la mesure où on n'a pas dépassé l'endroit géographique là, de Tsofim. Donc, Ve'at Kaman Chosrim. Cette phrase-là, et c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure que dans la Gemara, cette Mishnah, elle n'est pas détachée de la précédente. Cette phrase-là est jusqu'à quelle quantité, ou plutôt à partir de quelle quantité, ils sont tenus de faire marche arrière, ouais. Ça concerne également ce dont on avait parlé dans la Mishnah d'avant, celui qui était en route pour aller faire son Korban Pessah ou pour aller faire la Brit Mila de son fils, etc. Et il se rappelle, mince, j'ai du Hametz à la maison, il doit faire marche arrière dans la mesure où il a le temps, etc. Truc. À partir de quelle quantité on leur demande de faire cette marche arrière, si donc ils sont à une distance qui leur permet de le faire de toute manière, et ainsi que celui qui a son bassar kochim, hein, et celui dont on parle dans cette Mishnah-là, évidemment, qui a cette viande kodesh qui a été invalidée. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, zévazé l'un et l'autre, c'est-à-dire aussi bien au sujet du chametz, celui qui a oublié son chametz à la maison, il n'a pas détruit son chametz, que celui dont on parle ici, qui a son bassar kodesh, il est sorti de Jérusalem. Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, aussi bien pour le chametz que pour le bassar kodesh, la viande kodesh,
La quantité, c'est des kabetza, un volume donc de kabetza d'un œuf. Pourquoi? Rabbi Meir pense que Chazarato ketum ato. Rabbi Meir il pense que son retour à la nécessité de faire marche arrière est à l'image de la tum'a de ce dont on parle. C'est-à-dire, la tum'a tochalin, la quantité nécessaire pour qu'un ochel, un aliment, il ait cette capacité d'impurifier, il faut que l'aliment il ait un volume de kabetza. À partir du moment où il a un volume de kabetza, qu'il peut donc, entre guillemets, contaminer, transférer la touma à ceux avec quoi il va être en contact, par conséquent, à moins de kabetza, puisque Rabbi Meir, il considère que la nécessité de faire marche arrière, elle est en rapport avec la capacité de l'aliment qui peut rendre tamé. Donc, n'est tenu de faire cette marche arrière-là, on va demander que le type fasse marche arrière dans la mesure où la distance n'est pas trop importante. S'il s'agit d'un chametz qu'il a oublié de kabetza, à minima, et d'un Bassar Kodesh qui est aussi de Kabetza à minima. Mais à moins que ça, hein, on va pas lui demander de faire marche arrière. On lui dira l'echatrila, bon, bah, le bitoul, tu fais le bitoul pour le chametz, et la viande, tu la brûles là où tu es. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui dit zevazé bechazaït. Rabbi Yehuda dit non. À partir de kazaït déjà, donc kazaït, volume d'une olive et non plus d'un œuf, on lui demande s'il est concerné par la nécessité de retourner, donc de faire la marche arrière, parce que d'après Rabbi Yehuda, le retour, il est non pas fonction ou à l'image de la capacité de rendre tamé, exactement, exemple, par rapport au issour qui débouche sur l'application de la peine. Et donc le issour, avec la peine à la clé, pour celui qui consomme kazaït de Hametz, pour celui qui consomme du Hametz, c'est kazaït, d'accord, il faut kazaït pour le chiyuv karet, ou Bassar Kodesh aussi, il faut kazaït. Et par conséquent, la nécessité de faire marche arrière, elle est déjà à partir de kazaït. Vachachamim omrim, et les chachamim disent, ils font la différence. Bessar Kodesh, Bechazaït. Quand au sujet du Bessar Kodesh, de la viande, des Kadashim, Kalim, qui ont été invalidés, à partir de Kazaït, il faut déjà faire marche arrière. Vechametz, mais le Chametz, Bekabetza. Le Chametz, c'est à partir de Kabetza, celui qui serait donc allé pour refaire la shrita de son Korban Pessah ou faire la Brit Milah de son fils, etc., comme on l'avait dit. Lui, ça n'est que si il se souvient avoir oublié un Kabetza qu'il a besoin de faire la différence. Pourquoi? La halakha est comme les Khamim. La halakha est comme les Khamim parce que les Khamim ont fait une khumra par rapport au Kochim. Par rapport au Kochim, donc Bessar Kodesh. Juste un petit supplément par rapport à ce qu'on a dit là, au sujet de Rabbi Meir, l'opinion de Rabbi Meir, qui dit que euh, on doit faire marche arrière lorsque la quantité qui a été oubliée, elle est de kabetza. Parce qu'un aliment, il ne peut communiquer la touma que si il le fait kabetza. Il y a une marque loquette dans les Rishonim. Est-ce qu'il en est de même au sujet d'un aliment, pas pour transmettre la touma, j'ai dit touma juste avant? Oui. Bon, touma. Pas pour transmettre la touma, mais pour contracter la touma. Est-ce qu'un aliment, pour contracter la touma, il doit lui aussi avoir un volume de kabetza ou même à moins que ça? Les Rishonim discutent à ce sujet-là. euh, voilà, d'accord. D'après la deuxième opinion, que à moins de ça, à moins de kabetza, un aliment peut contracter la touma, même s'il a une quantité minime, très inférieure à kabetza. Ce que l'on dit pour l'opinion de Rabbi Meir, que Chazarato ketum ato, sa Chazara à son retour est à l'image de la Touma. Bah, à l'image de la Touma, c'est rien du tout. L'aliment peut contracter la Touma dès qu'il est en quantité minime. Donc on ne devrait pas attendre le Kabetza en quantité. Eh bien, il faudra expliquer que le chiour de Touma, la Touma en question, c'est non pas la quantité de Touma pour pouvoir contracter en tant qu'aliment, mais pour pouvoir contaminer en tant qu'aliment. D'accord? C'est juste une petite précision que je voulais vous apporter. Ok? Un peu.
C'est que de la même façon que la toum'a des aliments, elle prend effet, elle est considérée comme touma. Le problème de touma concernant les aliments se pose à partir de kabetza, dans le sens où un aliment ne peut pas rendre tamé si lui-même n'a pas ce volume de kabetza. De la même façon, concernant ces aliments, au sens large, qui posent problème, la viande pose problème en termes de, ben, il a été nifsal, ce bassar, il est devenu pasoul. Ce chametz, il pose problème parce qu'il est chametz à pessar. Donc, on va s'en tenir à, euh, à ce qui définit le problème de touma dans un aliment, un ochel. Les ochalim, leur problème de Touma ne se pose qu'à partir de Kabetza. Par conséquent, on va se poser le problème et rendre, parce que en plus tu comprends bien que cette nécessité-là, euh, de les faire retourner et de ne pas se contenter du bitoul, ou de les brûler à l'endroit où ils sont normalement consommés plutôt que là où ils sont, c'est pas un impératif de la Torah. On s'en sort bien en faisant le bitoul simplement avec le Hametz et en le brûlant là où on est aussi. Donc les Chachamim, d'après Rabbi Meir, ils ont pris en référence ce qui pose problème aux aliments en termes de Touma, Kabetza. Ok, on sera tenu de... Exactement, on sera tenu d'intervenir un peu au-delà de ce qu'on pourrait faire pour ces aliments à partir de Kabetza. C'est un peu l'idée.